Plongé dans le système mis en place en 20 ans par l'homme fort du Kremlin, Poutine, la stratégie du désordre. Chez Talendier, on reçoit les deux auteurs. Isabelle Mandreau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste au quotidien français Le Monde, ancienne correspondante en Russie. Et Julien Théron, politiste, enseignant en conflit et sécurité internationale à Sciences Po Paris. Soyez les bienvenus. Cyberattaque, menaces militaires sur ses voisins, arrestation par milliers de ses opposants. Est-ce que vous diriez que la nuisance est la principale force et façon de gouverner de Vladimir Poutine ? À partir du moment où le Kremlin voit un autre acteur comme quelque chose d'antagonique, oui, alors à ce moment-là, on va déployer tout un tas de mesures qu'on décrit dans notre ouvrage, qui vont être des mesures pour saper sa stabilité ou le contrer partout où c'est possible, y compris dans sa scène intérieure, mais aussi à l'extérieur. Et c'est son seul pouvoir ? Son pouvoir repose beaucoup là-dessus. C'est-à-dire que Vladimir Poutine, pour s'imposer sur la scène internationale, essaye de semer le chaos chez les autres pour mieux asseoir en fait sa légitimité qu'il décrit assise sur la stabilité. Alors le chaos chez les autres, on va s'y intéresser dans un moment. On va d'abord commencer par ce qui concerne son propre pays. Vous dites que la violence est constitutive de la présidence de Vladimir Poutine. Lui ne semble pas intimidé. Succession d'ennuis judiciaires pour Alexeï Navalny, l'ennemi numéro 1 du Kremlin, comparaissait hier devant les juges. Le récit est signé de nos confrères d'Arte. Empoisonné, emprisonné et condamné 2 fois. Alexeï Navalny risque de croupir dans un camp de travail jusqu'en août 2023. Un tribunal moscovite en a décidé ainsi, confirmant une première peine prononcée début février. Seule différence, le temps passé derrière les barreaux sera légèrement réduit. La décision du tribunal reste la même dans les grandes lignes. L'appel est rejeté. Vous avez la possibilité de refaire appel. Est-ce clair? La peine a été réduite d'1 mois et demi, mais c'est super. Est-ce que c'est clair, Alexei Anatolievitch? Oui, merci. L'opposant est accusé d'avoir enfreint son contrôle judiciaire à plusieurs reprises, notamment lors de sa convalescence en Allemagne après avoir été empoisonné. À son retour à Moscou en janvier dernier, il était arrêté dès l'aéroport. Une peine peut en cacher une autre. Alexeï Navalny a aussi été reconnu coupable de diffamation. Résultat, 10 000 € d'amende. Il aurait traité un ancien combattant de traître. Pour les avocats d'Alexeï Navalny, leur client est victime de procès politiques. Ils ont décidé de se pourvoir en cassation. Nous estimons que ce jugement est arbitraire. Rien n'a changé. Tous les arguments rejetés en première instance l'ont été une nouvelle fois. À l'étranger aussi, des voix s'élèvent pour dénoncer une justice aux ordres du pouvoir. Cette semaine, la Cour européenne des droits de l'homme a demandé la libération immédiate du militant anticorruption. Le Kremlin y voit une ingérence dans ses affaires. Alexeï Navalny pourrait bientôt être transféré dans un camp de travail. Est-ce que vous diriez que le Kremlin panique face à Alexeï Navalny ? Non, il ne panique pas. Il est toujours dans sa fuite en avant, c'est-à-dire d'étouffer absolument toute opposition. Et donc là, Navalny représente un enjeu certain, parce qu'avant l'empoisonnement de Navalny, il y a eu l'assassinat par balle de Boris Nemtsov, qui était le premier opposant en 2015. Donc il y a toujours élimination physique ou pas d'ailleurs des opposants. Le seul nouveauté, c'est que Navalny est revenu, alors que les messages lui avaient été passés pour qu'il reste en Allemagne. Le problème, c'est qu'il est revenu. Est-ce que Vladimir Poutine a une stratégie par rapport à Alexeï Navalny ? Oui, mais elle s'inscrit dans la stratégie qu'on décrit dans cet ouvrage, c'est-à-dire une stratégie du désordre, absolument. C'est-à-dire que vraiment l'idée, c'est de dire... On ne peut pas se permettre, et d'ailleurs Vladimir Poutine le dit verbalement, il dit la situation politique et économique de notre pays ne nous permet pas de remettre en cause ce qu'on appelle la stabilité au Kremlin, c'est-à-dire toute alternance démocratique en Russie, mais aussi à l'étranger comme en Syrie. Et puis vous évoquez le désordre à l'international, on va y venir, réunion du G7 cette semaine. En 2014, la Russie était expulsée de ce qui était alors le G8. Le président américain Joe Biden ne compte pas adresser d'invitation à Moscou, on l'écoute. Le Kremlin attaque nos démocraties et arme la corruption pour tenter de miner notre système de gouvernance. Les dirigeants russes veulent que les gens pensent que notre système est plus ou tout aussi corrompu que le leur. Mais le monde sait que ce n'est pas vrai. Auparavant, Joe Biden avait déjà prévenu que les États-Unis n'allaient plus, je cite, se soumettre face aux actes agressifs de la Russie. Finalement, sa réaction de Joe Biden, elle arrange plutôt Vladimir Poutine ?
Non, elle ne l'arrange pas spécialement, mais en tout cas, elle va le conforter dans la vision que le monde est hostile, que le... Donc ça l'arrange quand même d'une certaine façon, cette idée d'un désordre. Oui, ça l'arrange sur sa scène, sa propre scène nationale probablement, c'est-à-dire de toujours poser l'Occident comme l'ennemi. Mais ce que nous avons, Joe Biden connaît bien, en fait, Vladimir Poutine. Ce que nous racontons d'ailleurs dans notre livre avec Julien, c'est que 48 heures avant de passer, quand il était vice-président, passer le pouvoir, dans l'autre sens, il avait fait un discours déjà où il disait des choses très dur pour l'avenir de Poutine, en disant qu'il voulait saper l'ordre national, international, saper les démocraties, etc. Donc Joe Biden est parfaitement au courant de à qui il a affaire. Et puis dans cette stratégie, il y a les cyberattaques. Rares sont les pays à ne pas en avoir été victimes. Vous rappelez la cyberattaque russe sur l'Estonie, c'était en 2007. Ça avait paralysé le pays pendant plusieurs semaines. Pourtant, on ne s'en souvient pas très bien. Est-ce que c'était le début de justement cette stratégie de cyberattaque ? Le début, on pourrait dire, arrive même avant. Dès le début de la mise en place du système Poutine, c'est le cas. Mais c'est aussi une des caractéristiques de nos sociétés. On oublie vite et on passe à autre chose. Et le Kremlin se nourrit beaucoup de ça. Isabelle rappelait le précédent Nemtsov avant Navalny. Pareil pour la cyberattaque. Puis je vous rappelle qu'il y en a eu une très importante aux États-Unis dans la situation post-électorale dont on n'a pas beaucoup parlé. Donc vous voyez qu'en fait, il y a des récurrences, on oublie vite. Et le problème, c'est que bien sûr, toute cette situation avance. Et cette première cyberattaque d'Estonie en 2007 avait été, puisque l'Estonie était la première, en fait, le premier pays à passer toute son administration en e-administration, c'est-à-dire par Internet. Et donc à l'époque, c'était tellement nouveau que l'Estonie d'ailleurs avait d'ailleurs sollicité l'OTAN en disant mais c'est un acte agressif et personne, tout le monde était un peu... Oui, tout le monde était un petit peu désemparé, on découvrait aussi ce genre d'attaque. C'était la première, c'était une grande première et c'était fait d'ailleurs parce qu'il y avait un soldat soviétique. Le prétexte, c'était le déplacement du statut d'un soldat soviétique. Vous parlez aussi de la désinformation. C'est une arme, une guerre assumée au plus haut niveau de l'État russe. Il y a la question des médias aussi. Pourquoi la Russie n'aurait pas le droit de faire valoir son propre point de vue sur le monde ? Il y a Sputnik et RT, comme d'autres pays ont leurs propres médias. Alors c'est bien différent de faire valoir une information libre et une information officielle. Il faut l'information officielle, politisée, j'ai envie de dire, c'est parfois qualifié de propagande, mais c'est autre chose que d'avoir des médias libres. Et le problème, c'est qu'on joue sur les deux. C'est-à-dire qu'on dit, oui, mais nous sommes des médias libres, et en réalité, on s'aperçoit qu'il y a quand même une chaîne assez directe vis-à-vis du pouvoir politique. Ben, soyons clairs, ce sont des médias de propagande, purement de propagande. Donc le rapport aux faits, comme tout travail journalistique, est totalement... Il n'y a pas que la Russie qui a des médias de propagande. Non, il n'y a pas que la Russie, ça c'est tout à fait vrai. Mais là, ils en ont fait des outils vraiment assez performants, il faut bien le reconnaître. On note d'ailleurs une convergence entre la Chine et la Russie sur ce point de vue-là, à l'occasion du coronavirus. Il y a un autre élément dans votre livre, c'est l'armée, le rôle que joue l'armée. C'est un rôle clé dans la stratégie de Vladimir Poutine. L'armée compte environ 1 million de soldats, c'est ça ? C'est ça. Quelle fonction a cette armée d'1 million d'hommes ? Comment elle est utilisée dans la stratégie de Vladimir Poutine ? Elle est utilisée sur les théâtres d'opérations extérieures comme toute armée. Donc elle est évidemment utilisée en Syrie. Tous les officiers par roulement se sont exercés en Syrie. Donc elle est utilisée à ce moment-là. Elle est utilisée aussi dans les exercices qui sont faits un peu pour montrer ses muscles à la frontière ouest ou la frontière est de la Russie. Elle est utilisée aussi dans la propagande. En fait, c'est devenu aussi un outil de propagande. Elle est utilisée dans les cyberattaques et elle est utilisée dans l'élimination parfois de traîtres, comme on l'a vu. Et elle est utilisée dans les écoles aussi. Absolument, il y a des mouvements de jeunesse, que ce soit dans des moments commémoratifs où les enfants sont invités à défiler, en costume militaire notamment, mais aussi dans des grands mouvements de jeunesse comme Yunarmia, où il y a des entraînements. Alors il y a des choses qui dépendent des secours, des premiers secours, mais il y a aussi des entraînements militaires. Et on prône le patriotisme, tout ça sur un fond aussi de culte du pouvoir. Elle sert en fait à inculquer un climat de pré-guerre en permanence en Russie, auprès de la société. Qui dit armée dit conflit. Il y a un homme clé, Sergueï Shoïgu, spin doctor en matière de communication du président. C'est à lui qu'on doit ces images très viriles de Vladimir Poutine. C'est l'homme des guerres de Poutine ? Oui. C'est l'homme des guerres modernes, en tout cas, des guerres les plus actuelles. C'est-à-dire, c'est lui sur la Syrie, c'est lui sur l'Ukraine. Les petits hommes verts déployés pour l'annexion en Crimée, c'était lui. Donc, sur les deux plus grands récits de guerre de la Russie, c'est lui. En revanche, il n'était pas là en 2008 pour la Géorgie.
Et il peut s'appuyer aussi sur un staff, comme on dit, notamment le chef d'état-major Gerasimov, et sur tout un tas de penseurs qui repensent la manière de faire la guerre, et notamment ce que vous aviez dit, c'est-à-dire tout ce qu'on appelle la guerre hybride, c'est-à-dire des désinformations ou de cyberattaques. Sergueï Shoïgu a introduit la religion orthodoxe dans l'armée. En quoi c'est important ? Jusqu'à présent, la Russie n'était pas un pays religieux. Ça vient de changer avec la Constitution qui a été votée le 1er juillet 2020, où là, la religion a fait son introduction dans la Constitution. Et donc, en fait, parce que c'est un tout, en fait. L'armée s'appuie sur la religion, parce que la religion a été appelée à l'appui du gouvernement du pouvoir russe. Et donc, par exemple, Sergueï Shoïgu, quand il rentre sur la place rouge, c'est le premier ministre maintenant qui il rentre avec sa voiture et il fait le signe de croix. C'est le premier à l'avoir fait. Puisqu'en fait, tout est une utilisation pour raffermir le pouvoir de M. Vladimir Poutine. C'est ce qu'on explique, c'est-à-dire qu'il y a des fragments, l'Église en fait partie, il y en a d'autres, le soviétisme par exemple, qui s'oppose évidemment à la religion, mais on prend comme ça des fragments qui appellent à l'idée générale du peuple, jamais trop en les développant, mais suffisamment pour avoir un petit peu le support de la population. Je reprends cette phrase, la violence est constitutive de la présidence de Vladimir Poutine. Sous quelle forme ? Elles sont assez multiples. Sur les interventions, la deuxième guerre de Tchétchénie a été particulièrement violente. C'était sa première guerre. C'était sa première guerre. Et à la différence de la première, il y a l'utilisation des missiles, quand même, qui ont tout frappé les populations civiles. Et avec un discours, en plus, on se souvient, assez viril. Oui, assez, les sortir... on va les buter jusque dans les chiottes. Jusque dans les chiottes, c'était cette citation, absolument, voilà. Elle est restée. Donc voilà, l'image est déjà assez brutale. Ensuite, cette violence s'exprime aussi dans le soutien qu'il a apporté à Bachar el-Assad, et là aussi avec des bombardements sans discernement sur les hôpitaux, sur les populations civiles. Mais elle s'exprime aussi de différentes manières. Quand vous voyez des fois les informations dans les outils de propagande du Kremlin, l'information elle est violente. Je veux dire, il s'exprime des phrases assez violentes. Elle s'exprime aussi à travers cette propagande, à travers ces images, à travers ce ton, cette agressivité. Vous décrivez un régime agressif, violent, mais est-ce que, et ce sera le mot de la fin rapidement, est-ce que Vladimir Poutine lui-même est violent comme personne ? Je crois que la personne, on ne sait pas du tout s'il est violent, mais il est plutôt beaucoup plus contenu que démonstratif dans sa violence-là. Mais bien sûr, la question qui se pose, c'est la violence qu'on peut mettre en ordre, et notamment sur la scène internationale, que ce soit en Libye ou en Syrie ou en Ukraine, bien sûr. Et pour aller plus loin, parce que là, on aborde beaucoup de points rapidement, mais pour aller plus loin, pour gratter un petit peu plus, je rappelle le titre de votre livre, Poutine, la stratégie du désordre, chez Talandier, Isabelle Mandreau, Julien Théron. Merci beaucoup d'être venu nous voir dans 64 minutes.